Merci de votre accueil. Moi, je suis très heureux d'être ici, ce qui me donne l'occasion d'ailleurs de faire un petit tour à l'abbaye de Randol, où je n'avais pas mis les pieds depuis un bon petit moment. Et c'est sympathique de s'y ressourcer. Voilà, donc le libéralisme et doctrine sociale de l'Église, donc c'est le sujet que je vais aborder pour vous ce soir. Le gros de mon intervention va surtout porter sur la question du libéralisme. La doctrine sociale de l'Église sera un peu comme la dernière partie de mon intervention pour justement mettre au regard de ce que je vous aurais dit sur le libéralisme, voir un peu comment se situe l'Église et quelle est sa position en la matière. Et donc d'abord, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais m'interroger avec vous d'abord sur la pertinence d'aborder la question du libéralisme. Est-ce qu'il y a vraiment une pertinence aujourd'hui à s'interroger sur ce thème-là? Et pertinence qui est d'autant plus justifiée, enfin, ou plus exactement, interrogation qui est d'autant plus justifiée que souvent, quand j'ai parlé de ces questions-là, on m'a souvent rétorqué, mais aujourd'hui, le problème en France, en tout cas, c'est pas le libéralisme, c'est le socialisme. Nous sommes dans un pays où le taux de prélèvement obligatoire aujourd'hui est environ à 45%. Nous sommes un des pays, de ce point de vue-là, les plus étatisés au monde, puisque d'après les chiffres que j'ai pu récolter, il semblerait que dans les pays développés, seule la Belgique nous devance en termes de prélèvement obligatoire. Donc, effectivement, incontestablement, les chiffres ne sont pas niables. Nous sommes dans un pays qui est largement étatisé. Je vous donnais le chiffre de 45%, simplement pour que vous ayez un ordre de grandeur de comparaison. Aujourd'hui, la moyenne OCDE se situe à peu près à 34% et l'Allemagne fédérale à 37%. Donc à 45%, nous sommes effectivement assez au-dessus de la moyenne. Et ce côté socialiste de la société française, en tout cas tout le monde qui travaille un peu ou qui est chef d'entreprise le ressent forcément à un moment ou à un autre. Moi je suis un petit chef d'entreprise, d'une toute petite entreprise, je suis plus un artisan d'ailleurs que véritablement un chef d'entreprise, et je peux vous dire que moi ce que j'ai pu observer en 30 ans presque maintenant d'activité économique, c'est une multiplication des charges absolument phénoménale, très largement supérieure à l'inflation. Donc le phénomène de la socialisation ou de l'économie est un phénomène réel et que je ne sous-estime pas du tout, au contraire. Et malgré tout, malgré donc cet aspect sur lequel je serai amené à revenir au cours de notre entretien, la question du libéralisme est pourtant bel et bien une question fondamentale. Parce que je pense que ce qu'il est fondamental de comprendre, c'est que c'est pas parce que nous sommes malheureusement dans une société totalement socialisée que nous ne sommes pas aussi dans une société qui est régie par l'idéologie libérale. Et du reste, les deux ne s'opposent pas totalement. D'ailleurs, certains des pays les plus libéraux, à certains égards, tout ça demandera beaucoup de précision, mais vous savez qu'un pays comme la Chine, qui est un pays communiste, est un des pays aussi qui applique un certain libéralisme de la façon, la plus cynique. Donc, libéralisme et socialisme ne sont pas en soi, des concepts qui s'opposent totalement, même s'il y a évidemment un contenu propre à l'un et à l'autre, et notamment certains aspects qui, eux, s'opposent directement. Mais il me semblait important, quand on commence à parler du libéralisme, de bien avoir ça en tête, que critiquer le libéralisme, quand on est en France, ce n'est pas avaliser le socialisme. Ça, c'est très important, et je vous donnerai d'ailleurs d'autres arguments plus loin quand on s'intéressera davantage à ce qu'est le libéralisme. Vous comprendrez bien qu'on peut être même totalement pour la liberté d'entreprise et en même temps être totalement antilibéral, et que non seulement on peut l'être, mais même, je dirais, on doit l'être, car j'essaierai de vous montrer que, en fait, le libéralisme, c'est la mort de la petite entreprise, par le phénomène de concentration qu'il entraîne.
Donc le libéralisme existe, et il existe, je dirais que l'hégémonie de l'idéologie libérale. Libéralisme est une doctrine qui existe depuis très longtemps, nous le verrons tout à l'heure, mais on peut dire que l'hégémonie absolument, quasiment aujourd'hui aussi forte du libéralisme, elle a une date, c'est un phénomène historique qui s'est produit à la confluence de plusieurs événements. D'abord, évidemment, la chute du communisme en Union soviétique en 1990, qui a quand même complètement changé la donne, puisque auparavant, nous étions quand même dans une guerre des blocs, les blocs Est-Ouest, et finalement, la guerre du capitalisme et du communisme s'équilibrait et tenait la bride, en fait, au libéralisme. À partir de 90, donc je regrette la chute du communisme, rassurez-vous, mais c'est un fait que depuis la chute du communisme, l'idéologie libérale s'est retrouvée quasiment sans adversaire, et ça a été la période, vous vous souvenez peut-être, des théories très, très idéalistes d'hommes comme Fukuyama, qui d'ailleurs voyaient là la fin de l'histoire. Enfin, le libéralisme politique et économique allait dominer la planète, tout le monde allait être heureux dans des démocraties libérales où le marché serait totalement libre et où le commerce mondial ferait des hommes heureux partout sur la planète. Donc malheureusement, on est revenu de cette idée-là, puisque la réalité nous y a ramené. Voilà, donc la chute du communisme, c'est le premier point important à retenir quant à l'hégémonie actuelle du libéralisme. Le deuxième point, qui est pas sans lien avec la chute du communisme, c'est ce qu'on a appelé le mouvement de dérégulation de l'économie et de la finance. C'est un mouvement qui a été essentiellement lancé dans les années 80 par notamment deux chefs d'État, Margaret Thatcher en Grande-Bretagne et Ronald Reagan aux États-Unis. Bien qu'aux États-Unis, le plus grand dérégulateur n'a pas été Reagan, mais Bill Clinton, en réalité, si on regarde un peu la politique américaine. Mais en tout cas, ce mouvement de dérégulation de l'économie, encore une fois, je pense que j'espère ne pas tomber dans les simplismes dans cet exposé. Je pense qu'il y avait une nécessité d'une certaine régulation de l'économie, car nous sortions à ce moment-là, notamment dans des pays comme la Grande-Bretagne, qui est un pays qui avait connu de longues années de travaillisme extrêmement étatique, et il y avait besoin d'une certaine libéralisation de l'économie, c'est évident. Le problème, comme souvent, quand il y a des hommes, c'est que la raison n'est pas toujours là pour justement régler les choses, et qu'il y a souvent des mouvements de balancier dans l'histoire qui fait qu'on tombe souvent d'un excès dans un autre, et que ce mouvement de dérégulation a été vraiment un peu laissé à lui-même, notamment dans le domaine financier, avec la création de plein de nouveaux produits financiers, tout ça sans guère de contrôle de l'État, avec une certaine démission du politique par rapport à l'économie. Tout ça a entraîné donc ce qu'on a appelé la financiarisation de l'économie, concept sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et le dernier point qui marque cette hégémonie du libéralisme, après la chute du communisme, la dérégulation de l'économie, c'est le phénomène de la mondialisation, qui est un phénomène qui est lui-même aussi très ancien, mais qui prend là aussi une ampleur à la faveur justement des deux phénomènes que je viens de rappeler, chute du communisme et surtout dérégulation de l'économie, la mondialisation, notamment avec les accords sur le commerce, les accords du GATT d'abord et de l'OMC ensuite, vont favoriser vraiment la mondialisation. Et cette mondialisation, elle va être favorisée notamment justement dans le cadre de cette dérégulation par le fait que la liberté de plus en plus grande de circulation à la fois des hommes, des marchandises et des capitaux fait que pour les grandes entreprises multinationales, le monde devient de plus en plus un petit village, et que ces grandes entreprises qui ont des entités un peu partout dans le monde calculent en termes uniquement financiers et n'hésitent plus à délocaliser une usine quand ils voient que c'est plus rentable de fabriquer dans un pays à bas coût de main-d'œuvre humaine. Eh bien, ces entreprises ont la facilité qui n'existait pas forcément auparavant, de pouvoir délocaliser facilement une production. Voilà, donc ces trois facteurs expliquent la victoire, ce que j'appelle la victoire du libéralisme, de l'idéologie libérale depuis les années 90. Pardonnez-moi, je ne sais pas en fait combien de temps vous me donnez pour l'exposer. 1 heure ? D'accord. Voilà, donc
tout ce que je viens de vous dire vous explique pourquoi nous, en France, bien que nous soyons dans un pays largement socialiste, nous ne sommes pas indemnes du jeu libéral parce que justement, notamment en raison de la mondialisation, nous baignons dans un univers que nous ne maîtrisons pas totalement et la France, évidemment, n'échappe pas à l'emprise de cette mondialisation et à l'emprise de l'idéologie libérale qui accompagne la mondialisation. Et il n'est que de voir la réalité, par exemple, de voir que c'est sous un gouvernement socialiste que a été introduit le travail du dimanche, l'extension du travail du dimanche, devrait-on dire, parce qu'il existait plus ou moins avant, mais qu'il a été largement étendu. C'est sous des gouvernements qui se disent de gauche qu'on est en train de détricoter pan à pan la protection sociale en France. Voilà, donc tout ça, c'est quand même la conséquence de l'hégémonie libérale. Alors, je voudrais maintenant avancer un tout petit peu plus, un peu plus dans le détail dans ce que je viens de vous dire. Donc là, j'ai essayé de vous bâtir le paysage, le contexte général et surtout pourquoi est-ce que s'interroger sur le libéralisme, c'est une question qui me semble pertinente. Je voudrais maintenant voir avec vous quels sont les effets concrets de cette libéralisation, de cette hégémonie libérale. Donc le premier que j'ai listé, je l'ai évoqué tout à l'heure et je voudrais y revenir maintenant plus en détail, c'est ce que l'on appelle la financiarisation de l'économie qui conduit à la concentration des richesses. La financiarisation de l'économie, qu'est-ce que c'est ? C'est fondamentalement un mouvement qui transforme en fait l'économie en un vaste système qui n'a qu'une seule fin, l'argent. Une seule fin, l'argent, une seule fin, le profit maximum. Et notamment pour ceux qui sont les principaux agents de l'économie, à savoir les entreprises, et notamment les grandes entreprises. Et cela, ce que je viens de vous dire là, ça a été théorisé par un économiste, par des économistes, mais particulièrement par un économiste qui s'appelle Milton Friedman, qui est un économiste américain, mort en 2006, qui est le fondateur de ce qu'on a appelé l'école monétariste de Chicago, et qui a expliqué qu'en fait, l'entreprise n'avait qu'un seul but, c'était de servir ses actionnaires. Alors que jadis, dans la vision traditionnelle de l'entreprise, telle qu'elle existe, telle qu'elle s'est développée, notamment dans la tradition européenne, il y avait en fait trois protagonistes dans l'entreprise. Il y avait les salariés, le client et les actionnaires. Eh bien, la financiarisation de l'économie, c'est le mouvement qui bascule en fait, la logique de l'entreprise dans une logique purement financière qui est de servir au maximum et au mieux les actionnaires avec des taux de rendement sur investissement qui, en général, les taux exigés sont au moins de 10 à 15% par an, ce qui sont des taux énormes et complètement absurdes quand on y pense sur le long terme. Mais pour l'instant, quand on regarde les grands groupes multinationaux, ce sont quand même les taux que globalement ils essayent d'obtenir. Donc c'est vraiment un changement de paradigme très très important puisque, encore une fois, on est dans une logique maintenant qui est une logique purement d'argent. Simplement pour illustrer ça d'une façon un peu concrète, si vous prenez une entreprise comme General Electric, qui est une immense multinationale américaine, General Electric c'est une entreprise qui a une activité qui est une entreprise à l'origine d'abord essentiellement industrielle, qui fait des produits dans le domaine des centrales nucléaires, qui produit énormément d'électroménagers. Donc c'est une entreprise qui a un savoir-faire industriel extrêmement fort. Eh bien, je me souviens plus en quelle année, mais c'est assez récent, ça doit remonter à une dizaine d'années maintenant. Depuis grosso modo, après le cap des années 2000, General Electric gagne plus d'argent par ses revenus financiers que par ses revenus industriels. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de palpable. Une des plus grandes entreprises du monde, General Electric, un des plus beaux fleurons de l'industrie américaine, aujourd'hui est d'abord une entreprise financière avant d'être une entreprise de type industriel. Et donc on a abouti et on a pu observer en fait que ce mouvement que je vous explique a pu se faire parce que il y a eu en fait une espèce d'accord tacite qui s'est fait entre les dirigeants d'entreprise qui souvent dans les grosses entreprises ne sont pas les propriétaires de l'entreprise, qui sont souvent des dirigeants salariés. Enfin pas salariés au sens du salariat, je ne sais pas comment on appelle ça d'un point de vue
du point de vue du travail, mais ce sont des gens qui sont intéressés à l'entreprise, notamment par le système des stock options. Et il y a donc un accord tacite qui se fait entre les actionnaires qui, eux, ont intérêt à ce que l'entreprise gagne le maximum d'argent d'un point de vue financier, donc que les actionnaires soient rémunérés. Ces dirigeants d'entreprise qui se payent généralement des salaires mirobolants, qui sont en lien justement direct avec le rendement de l'entreprise, et dont finalement les personnes qui sont les dindons de la farce sont les salariés. Et ils sont d'autant plus les dindons de la farce qu'en fait les salariés sont devenus la variable d'ajustement, parce que pour faire en sorte que ces entreprises continuent à avoir ces profits maximum, eh bien le salarié est la variable d'ajustement qui fait que quand on veut augmenter la rentabilité de l'entreprise, on va délocaliser une production qui se situait par exemple en France, on va la mettre en Pologne ou même en Inde ou en Chine. Voilà, donc c'est comme ça que on arrive à la situation où les salariés sont devenus une simple variable d'ajustement, alors qu'ils étaient dans une optique traditionnelle les parties prenantes de l'entreprise. Donc on est très très loin d'une certaine vision de ce qu'on a appelé même en France le capitalisme rénant, je ne sais pas si ça vous dit, qui était une certaine vision quand même de l'économie où la part de l'homme était quand même absolument prioritaire. On en est aujourd'hui bien loin. Donc, cette financiarisation de l'économie a eu un autre effet, un effet assez évident et assez classique, si je me suis assez bien exprimé sur ce fonctionnement, c'est de conduire à une concentration des richesses comme on ne l'avait jamais vu auparavant, même dans des périodes de crise importantes comme dans les années 20 et les années 30. En effet, je parlais tout à l'heure avec quelqu'un en disant mais le système va très mal. Eh bien non, le système il va pas mal du tout, ça dépend de quel point de vue on se place. Le système il va très bien pour une toute petite minorité et il va pas très bien pour la grosse majorité. Mais il va très bien pour la petite minorité parce que tous les chiffres, quand on regarde, je vais pas relever des chiffres de tous les pays, mais je me suis principalement concentré sur les États-Unis et la France. Bon, la France, c'est notre pays, et les États-Unis, parce que c'est un pays particulièrement significatif. On s'aperçoit que si on regarde les progressions des revenus depuis grosso modo justement les années 90, ces fameuses années 90 qui voient la victoire de l'hégémonie libérale, eh bien, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais globalement et d'une façon générale, ce que l'on voit, c'est que les classes moyennes et les classes populaires ont un revenu qui globalement stagne ou progresse de façon faible, quand les plus hauts revenus progressent de façon importante, et plus les revenus sont hauts et plus la courbe de croissance est importante. Donc aujourd'hui aux États-Unis, seulement pour donner des chiffres quand même intéressants, alors je me souviens plus de l'année, je la retrouve pas dans mon tableau, mais je crois que c'était il y a 3 ans, les revenus après impôt du 1% le plus fortuné aux États-Unis a grimpé de 278% en une année. Alors que dans le même temps, les revenus des classes moyennes a progressé de 0,4%. Voilà, bon, c'est un chiffre, évidemment, c'est des chiffres un peu provocants. Je suis d'accord qu'il faudrait les affiner peut-être de façon un peu plus forte, mais enfin, c'est quand même important. Aujourd'hui, les 62 personnes les plus riches du monde ont l'équivalent de la richesse de la moitié de la population mondiale. C'est-à-dire que 62 personnes aujourd'hui au monde possèdent autant que 3,5 milliards de personnes. Et les 1% les plus riches du monde dépassent désormais en fortune les 99% de la planète. Voilà, donc ça, il faut quand même savoir que c'est une évolution qui est très nette et qui est, quand on a les 30 glorieuses qui avaient caractérisé les années 45-75, avaient été marquées par le fait, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles avaient produit une croissance et une vraie richesse, c'est que ça a été une richesse qui avait été partagée et dont les principaux bénéficiaires avaient été les classes moyennes. Eh bien aujourd'hui, on en est loin. On en est très loin, et c'est pour ça que la situation dans laquelle nous sommes est une situation quand même assez explosive, parce que vous imaginez bien que quand le système ne profite qu'à une telle minorité, il y a un moment ou l'autre où ça risque d'exploser. Alors bon, pour l'instant, on n'en voit pas encore les prémices, mais c'est une situation qui n'est pas, en tout cas, du tout absurde. Donc, elle est d'autant moins absurde qu'en fait, elle a de plus en plus de risques de se produire. Pourquoi ? Parce que déjà, on en a eu un signe avant-coureur avec la fameuse crise des subprimes en 2008, parce qu'en fait, si on veut la résumer de façon simple, cette crise, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'en fait, avec
juste une petite digression. Quand on vous dit, par exemple, qu'aujourd'hui, le gros problème en France, c'est le problème des charges qui pèsent sur les entreprises. Je suis d'accord, parce que encore une fois, je le dis tout à l'heure, je suis un petit artisan, je vois l'augmentation de ces charges, et c'est vrai que les charges sont lourdes. Mais aujourd'hui, penser qu'on va redonner du boulot dans un pays comme la France en baissant les charges, c'est une absurdité complète, parce que qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il n'y a pas il y a du chômage? C'est pas parce que principalement les charges sont lourdes, c'est parce que les carnets de commandes sont vides. Et si on veut que les carnets de commandes se remplissent pour redonner du travail, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les gens aient du pouvoir d'achat pour pouvoir acheter. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, le problème fondamental dans un pays comme la France, il n'est pas principalement au niveau des charges des entreprises, il est au niveau du pouvoir d'achat de la classe moyenne et des classes populaires. C'est ça le problème principal. Et comme on voit justement que la progression des revenus des classes populaires et des classes moyennes stagne, eh bien c'est en principe à ce niveau-là, si on veut essayer d'obtenir des résultats en termes d'emploi, c'est à ce niveau-là qu'il faut agir. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un cercle vicieux en termes économiques, puisque comme les classes moyennes et les classes populaires ont un revenu qui stagne, que font-elles? Elles recourent au crédit. Et comme elles recourent au crédit, donc il y a l'endettement qui augmente. Et c'est ce cercle de l'endettement qui a abouti, par le système justement très instable de la dérégulation financière telle qu'elle a été faite aux États-Unis notamment, qui a entraîné le krach de 2008. Mais en même temps, ce qu'il faut voir, c'est que dans la mesure où il y a une stagnation économique avec une concentration de richesse qui s'opère, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que à un bout de la chaîne, vous avez des gens qui n'ont plus assez de moyens, donc qui, pour maintenir un certain niveau de vie, sont obligés de s'endetter. Et de l'autre, vous avez des gens, une concentration de richesse absolument colossale sur une toute petite minorité de population, qui est une concentration de richesse en liquidité qui est tellement grande que de toute manière, ils ont trop d'argent et qu'il n'y a pas assez de besoin d'investissement dans l'industrie. Donc, que fait l'argent liquide qui se retrouve il spécule, il va dans la spéculation. Et donc, c'est ce qui explique que actuellement, les mouvements, aujourd'hui, tous les mouvements boursiers, 85% des mouvements boursiers, c'est de la spéculation. C'est pas du tout le fait de nourrir l'économie, c'est de la pure spéculation. Quand on dit oui, mais les spéculations sont utiles parce que les spéculateurs sont utiles parce qu'ils alimentent l'économie, c'est pas totalement faux. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ils alimentent l'économie dans une petite mesure et ils alimentent surtout des spéculateurs qui sont en face d'eux et qui espèrent aussi gagner, comme celui qui vend, celui qui achète espère gagner. Bon, il y a toujours un gagnant et un perdant. Donc c'est vrai qu'il y a un risque à spéculer, mais aujourd'hui, les spéculateurs sont surtout des facteurs d'instabilité importante pour l'économie. Et donc l'autre conséquence, vous l'avez compris, de ce que je viens du petit panorama que je viens de vous faire, c'est ce qu'on a appelé, enfin c'est qu'un sociologue comme Christophe Guilluy a appelé la fracture sociale avec le premier livre qu'il avait publié en 2010, je crois, qui s'appelait Fracture sociale. Je vous invite vraiment, si vous le connaissez pas, à lire les livres de Christophe Guilluy, parce que c'est vraiment, à mon avis, c'est les livres les plus forts et les plus pertinents sur cet aspect de la question que j'aborde actuellement. Qu'est-ce qu'il montre, Christophe Guilluy? Il montre en fait que cette évolution de l'économie a entraîné en fait une fracture entre deux France, entre ce qu'il appelle la France d'en haut, c'est la France qui profite de la mondialisation, c'est la France des grandes villes, de Paris, Lyon, Marseille, la France qui voyage, la France qui investit, en général qui travaille dans des grandes entreprises. Donc il estime cette France-là à peu près à 40% de la population, et en face de ça, il y a ce qu'il appelle la France périphérique, ou la France d'en bas, qui est en fait la France du périurbain, des petites villes de province un peu déclassées, et de la campagne, qui elle souffre de la mondialisation. C'est la France où le taux de chômage est important, où il y a une mobilité qui est pas très grande, où les gens en général aiment l'enracinement et sont pas prêts forcément à quitter leur terroir pour aller trouver du travail ailleurs. Donc on en est là aujourd'hui en France, et ce phénomène donc de la fracture sociale entre deux France qui s'opposent un peu, une France qui en fait profite du système, qui est contente c'est un peu l'électorat de Monsieur Macron, cette France-là, elle trouve la mondialisation formidable, elle trouve que l'euro c'est très bien, on peut voyager, on peut aller d'un pays à un autre, on peut investir facilement, il n'y a pas de contrôle, on peut délocaliser des usines, tout ça c'est merveilleux, c'est la concurrence, et en fait ils pensent que ça profite à tout le monde.
monde, et en face, il y a ceux qui estiment qu'ils sont perdants, qu'ils perdent de ça, ils perdent non seulement en termes économiques, mais ils perdent aussi en qualité de vie, en stress, en beaucoup d'autres facteurs qui rendent la vie plus difficile à ces gens-là. Et donc, on crée un système extrêmement pernicieux, extrêmement instable, qui est en fait une méfiance entre deux catégories de population, et notamment une méfiance envers les élites. Et quand le succès du populisme aujourd'hui, il ne faut pas le chercher ailleurs, il est dans le schéma que je vous explique depuis tout à l'heure. Il n'est pas prêt, à mon avis, de s'éteindre. Donc il y a une méfiance d'une grande partie, une partie croissante de la population à l'égard des élites. Et cette méfiance, elle est... et là je reviens un peu sur le sujet propre du libéralisme, elle se manifeste aussi parce que les gens sont pas idiots et ils voient bien qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont des espèces de sujets plus ou moins tabous, en tout cas sur lesquels qui ne sont pas objets de débat, ou rarement, ou peu objets de débat, on l'a bien vu avec l'élection présidentielle, qui sont des sujets fondamentaux, qui sont liés, qui sont souvent des conséquences du libéralisme, et sur lesquels on ne parle pas, et qui pourtant les inquiètent, et les inquiètent beaucoup. Et vous allez le voir tout de suite le rapport avec le sujet de ce soir. Alors j'en ai listé 4 parmi des sujets qui sont vraiment des sujets fondamentaux parce qu'ils sont les sujets, à mon avis, parmi les plus importants qui ont une influence sur la vie quotidienne des personnes, même si parfois il y a un côté peut-être un peu abstrait qui fait qu'on n'en a pas une conscience toujours des plus fortes. Ces 4 points, le premier c'est la mondialisation. Alors la mondialisation, je ne vais pas m'étendre parce que je pense que tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant a beaucoup abordé cette question-là. Mais la mondialisation, c'est un de ceux d'ailleurs sur lesquels on arrive quand même encore à parler un peu dans les médias, même s'il y a beaucoup de désinformation. C'est quand même un sujet qu'on ne peut pas passer sous silence parce que c'est tellement, énorme comme sujet qu'on peut pas l'ignorer. Ce qu'on va vous dire simplement, c'est que la mondialisation, c'est très bien et que ceux qui sont contre la mondialisation, c'est ceux qui sont pour le repli pour soi, ce sont des frileux, ce sont toujours d'horribles personnes, de gens souvent peu fréquentables et au pire, de toute manière, ce sont des populistes. Voilà, donc la mondialisation, je n'y reviens pas. Le deuxième point, c'est l'Union européenne. L'Union européenne, c'est un sujet largement tabou. Vous l'avez pu le voir d'ailleurs, vous avez tous de la mémoire, vous vous souvenez du référendum de 2005, qui était quand même un grand moment de démocratie, où on a eu affaire à une campagne électorale quand même digne de celle qu'on a vécue d'ailleurs ces derniers mois, où absolument l'ensemble de la classe politique et du système médiatique étaient tous favorables au oui. Et vous vous souvenez que c'est le non qui l'a emporté et que malgré cette victoire du non à 54%, eh bien, le gouvernement de M. Sarkozy a réussi à faire passer quand même la pilule du traité, non pas sous la forme de constitution, mais sous la forme du traité de Lisbonne 2 ans plus tard. Donc, pas étonnant qu'il y ait une certaine méfiance à l'égard des politiques et à l'égard de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que cette Union européenne, effectivement, non pas que l'idée européenne, encore une fois, moi je me sens être un fervent partisan de l'Europe, mais d'une Europe qui soit respectueuse des nations, des indépendances nationales, des peuples, de leur culture. Or aujourd'hui, on voit bien qu'on a affaire à une espèce de machin bureaucratique totalement inaccessible au commun des mortels, où l'ensemble, le français lambda ne comprend absolument pas le fonctionnement de cette bureaucratie complète, bureaucratie qui emploie quand même près de 50 000 personnes à Bruxelles. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est quand même énorme, et qui en plus conjugue à la fois une bureaucratie digne de l'Union soviétique avec, là aussi, un libéralisme absolument complètement absurde, puisque l'Union européenne est, je crois, la seule entité au monde à appliquer le libéralisme avec un tel zèle. L'absence de protection, c'est quand même la seule zone homogène économique du monde qui n'a absolument aucune protection. Tous les pays à peu près au monde arrivent à se protéger plus ou moins, arrivent à faire quand même une protection de leur population. Nous, on est quand même très fort en Europe, on est les seuls à appliquer bêtement les règles de l'OMC d'une façon absolument transparente. Ça a un côté assez aberrant.
Voilà, bon, à propos de l'Europe, on pourrait ajouter aussi la question de l'euro, mais bon, la question de l'euro, c'est vrai que l'euro est une contrainte objective, et quand vous n'avez pas de politique budgétaire commune dans une entité politique, et que chacun fait un peu ce qu'il veut, et que vous avez une monnaie unique, la seule façon de réajuster les compétitivités, eh bien, c'est par la baisse des salaires. Avant, il y avait la monnaie qui servait quand même d'ajustement. Quand vous n'avez pas ce paramètre-là, ça se fait par la baisse des salaires. Et du reste, j'avais lu une interview de José María Aznar, qui était l'ancien Premier ministre espagnol et ancien Premier ministre de droite en Espagne, qui se félicitait d'ailleurs qu'avec l'euro permettait la baisse des salaires. C'était extraordinaire. Je pense que lui-même devait avoir des revenus assez importants, mais avec un cynisme absolument effrayant. Cet homme-là, dans une interview au Figaro le 14 mars 2017, pour être précis, si ça vous intéresse, expliquait très très calmement et avec beaucoup de sérieux pourquoi est-ce que l'euro était merveilleux pour faire baisser les salaires dans les pays européens du Sud. Alors bon, il y a des résistances, mais il est évident que tant qu'on est dans une situation où il n'y a pas de réajustement budgétaire, la seule façon de rééquilibrer les choses, c'est de baisser les salaires ou de faire du chômage. Bien entendu, si on ne baisse pas les salaires, c'est ce qui se passe en France, eh bien, il y a du chômage. On ne peut pas faire autrement. Bon, c'est toute la question de la difficulté de l'euro. On a vu avec l'élection présidentielle que c'est un sujet, effectivement, qui est un sujet assez peu politique et assez peu porteur, ce que je peux d'ailleurs assez bien comprendre, parce que c'est un sujet technique, un sujet difficile, et puis c'est un sujet assez anxiogène, parce que c'est vrai qu'on peut toujours débattre théoriquement de l'euro, ensuite savoir comment est-ce qu'on pourrait en sortir si on est les seuls à en sortir et que personne, et que ça ne se fait pas de façon concertée, c'est vrai que c'est pas quelque chose d'extrêmement simple. Voilà, donc je vous avais annoncé 4 points d'inquiétude. Le premier, la mondialisation. Le deuxième, l'Union européenne. Le troisième point d'inquiétude, qui est peu objet de débat, ou en tout cas de débat tronqué, c'est toute la question fondamentale de l'immigration et de l'islam. Bon, c'est un sujet, je pense, j'ai pas besoin de m'étendre, c'est un sujet assez simple en lui-même pour pas qu'il y ait à donner 1000 explications. Ce qu'on peut simplement dire à propos d'immigration, ce qui est quand même très symptomatique de la situation dans laquelle nous sommes, c'est que jadis, il y a encore pas très très longtemps, quand on parlait d'immigration, il y avait un concept, le concept républicain d'assimilation. Donc ce concept, qui est celui qui a plutôt bien fonctionné, on peut dire, quasiment jusqu'aux années 70-80, plutôt 80-70 d'ailleurs, disait simplement que quand des immigrés avaient vocation à rester en France, eh bien, ils devaient devenir français en s'appropriant la culture française, sans d'ailleurs renier la leur, parce qu'ils pouvaient évidemment garder leur culture à titre personnel dans leur famille, mais qu'en tout cas, ils devaient s'approprier dans la sphère publique la culture française. Ça, c'est la logique même, parce que si on veut qu'un pays garde une certaine homogénéité, ça paraît une évidence, mais en fait cette évidence, elle ne devait pas l'être tant que ça, puisque rapidement on est passé dans les années 80 à un autre phénomène, à un autre concept beaucoup plus ouvert, qui était celui d'intégration, où là, qui était encore un concept, je dirais, assez fort, puisque s'intégrer, ça sous-entendait quand même, accepter la culture, les mœurs d'un pays, mais tout en conservant, même extérieurement, la sienne. Et maintenant, c'était encore trop, on est passé à un nouveau concept qui a été théorisé par M. François Hollande quand il était président de la République, c'est le concept d'inclusion. Le concept d'inclusion, c'est très simple. Je vous cite une phrase de Alain Finkielkraut, parce que je trouve qu'il la résume très très bien. Il la définit ainsi: la société inclusive qu'on nous propose est en réalité une société multiculturelle où la nation cesse d'être une entité englobante et où ce qui doit prévaloir, c'est le respect de l'autre à qui l'on ne demande qu'une chose, être ce qu'il est, et surtout à ne pas changer. Donc, évidemment, un tel concept, vous l'imaginez bien, ne peut aboutir qu'à une situation à terme totalement catastrophique quand on a une immigration assez forte, et une immigration qui vient en plus de pays où les immigrés ont une culture substantiellement différente de la nôtre, surtout lorsque cette culture est une culture musulmane.
Voilà, donc c'est toute la question de l'islam qui est posée. Et si tout ça vous intéresse, je vous invite à lire, c'est assez effrayant, il faut avoir le moral pour le lire, mais le livre dirigé par Georges Bensoussan qui s'appelle La France insoumise, c'est sorti il y a quelques mois chez Albin Michel. C'est vraiment effrayant, c'est une enquête qui est faite dans les banlieues sur la réalité en fait justement de ce que sont ces banlieues du point de vue justement de la non-intégration. Je ne parle même pas de la non-assimilation, mais de la non-intégration et du fait qu'on est dans un pays qui est quand même à guerre civile -2, quoi. En tout cas, dans certaines zones, il faut en être conscient. Voilà, troisième point, donc immigration et islam. Le quatrième facteur de déstabilisation des personnes. Alors, je ne sais pas si vous faites le lien dans tout ce que je vous dis avec le libéralisme, parce que comme il me paraît assez évident, mais peut-être qu'après tout ne l'est-il pas totalement, il est évident que le libéralisme est un facteur d'aggravation de tout ce que je viens de dire, parce que le libéralisme, le laisser-faire, laisser-aller, notamment au niveau des frontières et tout ça, évidemment, c'est pas le meilleur moyen de contrôler l'immigration, ni l'islam. Voilà. Et le quatrième point que je voulais voir, et ça me permettra de faire un lien avec un autre type de libéralisme, c'est ce que l'on nous fait depuis maintenant un certain nombre d'années et que j'appelle la déconstruction méthodique des repères anthropologiques traditionnels. Ça, c'est un point vraiment fondamental. Alors ça, c'est un point sur lequel nos politiques, en général, sont complètement nuls, parce qu'on l'a bien vu dans la campagne électorale. Les politiques qui sont sensibles à cet aspect, c'est vraiment peanuts. Il y en a vraiment très, très peu. Donc, aujourd'hui, c'est pas propre à la France, malheureusement, c'est un mouvement, évidemment, en Occident extrêmement général. Il y a une volonté de déconstruction méthodique de tous les repères anthropologiques traditionnels qui se manifestent notamment à deux niveaux. Le premier, c'est la famille, et à vous qui êtes des AFC, je ne vais pas vous l'expliquer. La famille, c'est vraiment la cible absolument numéro 1 des déconstructeurs. C'est la cible numéro 1, et en fait, on s'aperçoit que la plupart des grandes mesures qui ont été prises sont des mesures qui visent explicitement ou implicitement à vraiment détruire la famille comme cellule de base de la société, comme entité qui est celle d'un homme et d'une femme, et qui est basée sur la stabilité et la durée. Voilà. Je ne vais pas vous refaire toutes les lois qui sont passées depuis la facilité sur le divorce. À chaque fois, on avance d'un pan pour faire du mariage une espèce de contrat qui sera bientôt vraiment des plus légers, avec tout ce qui contribue aussi à détruire l'humain, qui devient une espèce de chose. On va vers une chosification de l'humain avec la recherche sur l'embryon, la PMA, la GPA, le transhumanisme, enfin tous ces sujets que j'imagine que vous connaissez et sur lesquels je ne m'étends pas ce soir. Voilà. Autre aspect, alors voilà, c'était les 4 aspects que je voulais... Alors là aussi, je fais quand même une petite remarque, c'est que là aussi, c'est une conséquence du libéralisme, et c'est important de le voir parce que je pense qu'il faut comprendre qu'il y a une logique dans le libéralisme qu'on verra tout à l'heure assez vite maintenant quand je vais essayer de réfléchir sur ce qu'est le libéralisme. Il y a une logique évidente entre le libéralisme économique qui veut la liberté des marchés, que les marchandises puissent passer d'un pays à l'autre sans problème, les capitaux, les hommes et les entreprises, et les délocalisations, et l'idée que le corps de la femme puisse être marchandisé, l'enfant vendu, tout ça est un lien. En fait, c'est la même démarche fondamentale, la même démarche philosophique qui est derrière. Et je pense qu'il faut le comprendre, parce que c'est bien gentil de vouloir défendre, par exemple, un certain libéralisme économique, et en même temps de se dire très conservateur sur le plan des mœurs. Mais le problème, c'est que même si ça peut se faire, je peux comprendre, mais en tout cas, il faut comprendre qu'il y a une logique interne dans cette idéologie qui fait qu'on a beaucoup de mal, une fois qu'on a mis le doigt dans un engrenage, de pouvoir l'arrêter ailleurs.
Voilà, et dans un autre, le dernier point sur lequel je n'insiste pas, mais où on voit encore une fois un des méfaits du libéralisme, c'est dans le fonctionnement des médias. Et ça aussi, c'est une dérive qui a été particulièrement nette depuis les années 90, là aussi, avec les médias qui, notamment par toute la privatisation des médias, des grands médias, j'entends, qui sont des entités tellement coûteuses que les seules personnes qui peuvent se payer de tenir des grands médias sont il n'y a que deux entités qui peuvent, entre guillemets, se payer un grand média, c'est ou l'État ou les multinationales. Donc finalement, on n'est pas très bien barré, on a soit droit au monopole de l'État ou au monopole des multinationales, c'est soit le monopole de l'argent, soit le monopole de l'État. Choisissez celui que vous préférez, mais en tout cas, on est dans un système où en fait, il n'y a pas vraiment de liberté au niveau des médias. Les médias fonctionnent selon la logique de l'argent, puisque même les médias d'ailleurs d'État, quand vous regardez ce que sont les chaînes de télévision publiques, France 2, France 3, ou qui arrivent quand même à faire encore un peu de qualité, même chez Arte, même si parfois il y a une idéologie derrière qui est vraiment épouvantable, c'est quand même les seules chaînes sur lesquelles vous arrivez encore à trouver des documentaires qui sont quand même intéressants. Mais si vous regardez les autres chaînes, les grandes chaînes, TF1 et les autres, on est dans une pure logique d'argent. Je veux dire, c'est vraiment, c'est assez épouvantable. Sans parler du cinéma qui est saucissonné par la publicité toutes les demi-heures. C'est vraiment, on est là aussi dans une logique qui est vraiment celle du marché. Et je trouve que c'est assez peu plaisant. Et je ne comprends pas d'ailleurs que les spectateurs ne s'en plaignent pas davantage. Voilà, voilà. Maintenant, je voudrais aborder la question du libéralisme en tant que tel, parce que finalement j'ai plus parlé là de ses effets. C'est un plan peut-être... j'ai voulu parler d'abord du concret avant de parler de la théorie. Je voudrais maintenant parler un peu plus, nous interroger ensemble sur le libéralisme en tant que tel. Alors d'abord, parler de vous dire un peu ce qu'est le libéralisme, je voudrais faire des petites distinctions. Je vais les faire vite, mais je vais les faire parce qu'elles sont importantes. D'abord, quand on parle du libéralisme, on a tendance à confondre trois choses qui en fait sont trois concepts différents et qui d'ailleurs sont historiquement ont des origines très différentes. Les trois concepts que je voudrais distinguer, c'est le libéralisme, le capitalisme et l'économie de marché. Alors on a tendance à les confondre, pas totalement à tort d'ailleurs, parce que en fait... Concrètement, dans nos sociétés à nous, elles se confondent largement. Et souvent, on emploie d'ailleurs, quand on veut éviter une répétition, on va employer le capitalisme à la place du libéralisme. Mais pourtant, c'est quand même pas du tout la même chose. Et le libéralisme, le capitalisme et l'économie de marché sont des choses, des entités différentes. Le libéralisme, je vais dire tout à l'heure ce que c'est, donc là je vous le définis pas tout de suite, mais le capitalisme, il peut très bien s'envisager dans une société qui n'est pas libérale ou dans un autre système. Par exemple, je parlais de la Chine tout à l'heure, il y a un capitalisme d'État. Le capitalisme, c'est essentiellement un système qui a été inventé assez récemment, principalement avec la révolution industrielle, qui en fait est un système de production qui permet de mettre en œuvre une coopération de moyens entre un capitaliste qui est l'actionnaire, qui est le propriétaire de l'entreprise, des dirigeants qui dirigent cette entreprise, qui peuvent être éventuellement la même chose que le capitaliste, que le propriétaire, et les salariés. Donc c'est une répartition entre ces trois. Le capitalisme, c'est la mise en œuvre de ce système économique qui existait quasiment pas, on peut dire, avant la révolution industrielle. Et l'économie de marché, alors elle, c'est quelque chose qui remonte beaucoup plus loin dans l'histoire, puisque le marché en tant que tel, ça remonte au Moyen-Âge, ça remonte même à l'Antiquité, c'est une chose très ancienne, et l'économie de marché en tant que tel, c'est une façon de faire s'échanger des biens ou de l'argent sur un marché. Donc c'est quelque chose qui n'est pas lié en tant que tel au libéralisme. Mais c'est important, vous verrez tout à l'heure pourquoi c'est important de faire ces distinctions, simplement de les avoir en tête. Oui, tout à l'heure, d'ailleurs, je vous disais,
notamment quand je parle d'économie de marché, je vous disais on peut être antilibéral et pourtant être favorable à une économie de marché, ou du moins à ce qu'on appelle la liberté d'entreprendre. Eh bien, justement, je pense qu'aujourd'hui, le libéralisme, c'est un phénomène d'ailleurs que Marx avait prévu. Il ne l'avait pas prévu au moment, enfin, on peut dire que d'une certaine façon, il y a une petite victoire posthume de Marx sur cet aspect-là, assez tardive, mais enfin incontestable. Le phénomène de la mondialisation et de la dérégulation de l'économie a vraiment abouti à un phénomène très très marqué dans l'économie mondiale aujourd'hui, qui est la concentration des entreprises. Et ça, c'est vraiment un phénomène absolument marquant qui peut vraiment se démontrer chiffre à l'appui. Il y a un phénomène de concentration, et moi j'ai une petite expérience industrielle qui n'est pas grande et qui remonte à assez loin, parce que j'ai travaillé dans l'industrie automobile pendant 5 ans. Et pendant mes différents boulots dans l'industrie automobile, j'étais pendant 2 ans acheteur, donc je travaillais avec des entreprises, principalement des PME, françaises et allemandes principalement. Et pendant le temps, entre le moment où j'ai fait ce métier, où j'ai reparlé il n'y a pas très longtemps avec des amis qui sont toujours dans l'industrie automobile et qui m'ont justement parlé de la situation des petits fournisseurs aujourd'hui, eh bien ce qui m'a frappé, c'est de voir que là où moi j'avais à peu près 250 petits fournisseurs, aujourd'hui le même acheteur travaille à peu près avec 30 entreprises. Donc ce phénomène de la concentration des entreprises, c'est vraiment quelque chose de réel, et donc il tue la petite entreprise, enfin la PME familiale. Donc en fait, le libéralisme poussé dans sa logique la plus ultime, en fait c'est la mort de la petite entreprise. Et qui dit mort de la petite entreprise dit mort aussi de la création d'entreprises, parce qu'à moins d'être Monsieur Zuckerberg et vous fondez Facebook, ou des entreprises qui sont amenées à prendre une taille gigantesque, en fait aujourd'hui la petite entreprise meurt, et on le voit même. C'est une chose, moi, qui me frappe dans la région où j'habite, par exemple, dans les petits villages. Moi, je suis en Île-de-France, où nous avons beaucoup de petits villages. Aujourd'hui, les boulangers disparaissent les uns après les autres, parce que les gens vont aller faire leurs courses plutôt chez Auchan et vont aller acheter le pain dans les grandes surfaces, où dire le pain est un peu moins cher, il est beaucoup moins bon, mais il est moins cher. Et en fait, tout le phénomène de concentration tue en fait l'initiative individuelle de la petite entreprise. Alors évidemment, il y aura toujours les petits génies qui arriveront à créer des entreprises, des start-up comme on dit aujourd'hui, qui vont se développer et sans doute faire beaucoup de bien. Mais c'est incontestable. Il est incontestable qu'aujourd'hui, il y a un phénomène de concentration qui tue d'une certaine façon la liberté d'entreprise. Voilà. Dernier point avant d'arriver vraiment au libéralisme en tant que tel, c'est de s'interroger pour savoir est-ce qu'il est légitime de distinguer les libéralismes, parce qu'après tout, je parle du libéralisme depuis tout à l'heure. Bon, je pense que la plupart du temps, quand j'en parlais, vous l'avez compris, surtout comme le libéralisme économique. Mais souvent, nous, on s'en est aperçu dans l'enquête qu'on a fait dans ce livre, c'est quasiment tous les intervenants que nous avons interrogés, la plupart en tout cas, faisaient tous la distinction suivante, c'est de distinguer notamment le libéralisme philosophique, le libéralisme politique et le libéralisme économique. En disant la plupart du temps, parce que la plupart des gens que nous avons interrogés sont des chrétiens, puisque nous avons voulu faire... parler surtout des gens qui avaient une vision chrétienne de la société. Tous, sans exception, condamnent le libéralisme philosophique, qui consiste à dire que tout se vaut. Bon, ça, personne ne défend ce relativisme complet. Mais par contre, là où nos auteurs se séparent assez radicalement, c'est que beaucoup sont très critiques sur le libéralisme économique, mais se disent vraiment défenseurs du libéralisme politique. Alors ces distinctions, ne serait-ce que parce que beaucoup de nos contemporains les font et eux-mêmes se décrivent comme par exemple libéral en politique mais pas en économie, je pense qu'on ne peut pas ignorer cette revendication. Elle est, même si elle n'est que pratique, en tout cas elle existe, et donc je pense que il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte, ce qui n'empêche pas, et moi c'est mon objet ici, tout en tenant compte de cette distinction, de m'interroger d'un point de vue théorique, de savoir s'il n'y a pas quand même des liens
et une logique entre les différents libéralismes. Surtout que je pense qu'il y a une ambiguïté de langage, en tout cas dans l'histoire des idées politiques, c'est que souvent quand on parle du libéralisme politique, en tout cas je l'ai vu avec des auteurs, par exemple, une personne que j'aime beaucoup comme Chantal Delsol, qui se définit libérale en politique, je m'aperçois qu'en fait, si on regarde l'histoire des idées politiques, il y a une ambiguïté de terminologie parce que moi, les gens qui se définissent comme libéral en politique, notamment en se disant héritiers de Tocqueville, moi je les définirais personnellement plus comme des conservateurs que comme des libéraux. Et ce qui n'est pas la même chose, parce que la grande différence, il y a beaucoup de différences entre un conservateur et un libéral. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'aborder ce point-là tout à l'heure, pas sûr parce que l'heure tourne et que je ne sais pas si je pourrais le faire. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous le dirai à l'occasion peut-être d'une question. Voilà, donc moi ce qui m'intéresse en fait, c'est de voir quelle est la cohérence interne du libéralisme en tant que tel, je dirais en tant qu'idéologie en tant que telle, sans m'interroger dans un premier temps de savoir si je parle de libéralisme politique et économique. Et vous verrez que en vous expliquant cela, on verra qu'on passe assez facilement de l'un à l'autre. Alors d'abord, le libéralisme, qu'est-ce que c'est ? Le libéralisme, d'abord, dans sa définition la plus simple et je pense aussi la plus juste, le libéralisme, c'est le système qui fait de la liberté la clé de voûte du système, qu'il soit politique, économique, philosophique, tout ce que vous voulez. C'est ça la définition du libéralisme. Le libéralisme, c'est la doctrine qui fait de la liberté la valeur suprême autour de laquelle tout doit être ordonné. Donc, une fois qu'on a dit ça, la réaction qu'on peut avoir assez légitimement, c'est de dire, finalement, c'est pas trop mal quand même le libéralisme, parce qu'en fait, qui est contre la liberté ? Personne, nous sommes tous des partisans de la liberté. Personne n'a envie de vivre dans une société où il n'y a pas de liberté. Donc la liberté, c'est une valeur éminemment positive, et c'est pas nous, chrétiens, qui allons dire le contraire, c'est une valeur à laquelle nous sommes fondamentalement attachés. Donc, si je vous dis ça, ça vous montre simplement qu'il y a dans le libéralisme une part de vérité. Une part de vérité, car la liberté est une valeur, c'est une valeur précieuse, et c'est une valeur qu'il faut défendre. Maintenant, est-ce que c'est la valeur autour de laquelle tout doit être ordonné ? C'est ça la question. La question n'est pas du bienfait de la liberté, mais de ce que l'on fait de la liberté. Et c'est là où je pense personnellement qu'il y a une part d'erreur énorme dans le libéralisme, c'est justement de faire de la liberté un absolu autour duquel tout doit tourner. Pourquoi ? Précisément parce que la liberté n'est pas un absolu et que la liberté ne peut se suffire à elle-même. La liberté a besoin d'être cadrée, d'être limitée. Et du reste, nous, chrétiens, nous le savons, puisque nous avons une parole de l'Évangile auquel nous sommes tous très attachés, que nous connaissons tous, elle est très connue. C'est dans l'Évangile de Saint Jean, quand il dit « La vérité vous rendra libre ». La vérité vous rendra libre. Ça veut dire que l'Évangile nous montre que la liberté est une valeur essentielle, puisqu'elle est à rechercher, puisqu'il faut être libre, elle vous rendra libre, mais elle n'est pas sans contrainte. La contrainte, c'est la vérité. Donc c'est la limite, si j'ose dire, de la liberté, c'est la vérité. Donc sans vérité, si la liberté n'est pas soumise à la vérité, alors en fait la liberté devient folle, et c'est d'ailleurs exactement ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Nous sommes dans une société qui met la liberté, d'ailleurs une liberté totalement indéterminée, au summum de l'édifice politique, et dans un contexte où nous refusons justement toute notion de vérité, donc toute notion de limite. Et c'est là où les choses, évidemment, vont très mal pour nous. Mais c'est vraiment important de comprendre que la liberté, c'est une valeur essentielle à laquelle nous devons être attachés, mais une valeur qui a besoin d'être normée, d'être encadrée. Et là, je voudrais faire une petite digression pour vraiment bien comprendre les choses, que c'est vraiment, à mon avis, un point absolument essentiel, même pour comprendre, je dirais, la société dans laquelle nous vivons et finalement quels sont les grands problèmes de notre société actuelle. En fait, liberté
vérité, ce sont deux pôles. Toute société, quelle qu'elle soit, est toujours sur un équilibre entre le pôle liberté et le pôle vérité, même si les sociétés n'ont pas forcément théorisé la question, mais en tout cas de fait, parce que c'est comme ça, parce que les deux sont en fait inhérentes à notre nature humaine, à la fois cette recherche de la liberté et cette recherche de la vérité, toutes les sociétés, toute civilisation, en tout cas dès lors où on sort de l'état de société vraiment très primitive, toute civilisation cherche un équilibre entre un pôle vérité et un pôle liberté. Et si on regarde l'histoire de l'Europe, l'histoire de la civilisation, de notre civilisation, on peut dire que en fait, à travers, bon, c'est pas du tout l'objet de ma conférence, ce serait passionnant, on pourrait faire une conférence d'histoire là-dessus, mais en tout cas, à travers de nombreux conflits entre les pouvoirs temporels et spirituels, toute notre histoire, notamment au Moyen Âge, on a eu ce qu'on appelle une société holiste. Une société holiste, c'est une société dans laquelle, en fait, le groupe l'emporte sur la personne. Et donc, c'est une société, le Moyen-Âge, la chrétienté, était un type de société où la notion de vérité primait sur la notion de liberté. Bon, et ça, ce genre de société, ça marche bien quand on a une société homogène, notamment sur le plan religieux. Parce que à ce moment-là, quand tout le monde professe à peu près la même foi, on peut effectivement avoir une homogénéité par rapport à la vérité. Et donc cette société est une société qui a une grandeur évidente, puisque la défense de la vérité, surtout pour nous chrétiens, c'est quelque chose évidemment de magnifique. Et c'est une société d'ailleurs qui a produit des fruits tout à fait magnifiques. Vous en êtes conscients. Donc cette société-là est une société qui a beaucoup d'aspects positifs, mais elle a un petit aspect négatif, en tout cas si on la voit avec les yeux de l'homme du XXIe siècle que nous sommes, c'est que c'est une société qui a quand même une certaine pression sociale. C'est-à-dire que pour maintenir une unité religieuse, il faut une certaine pression sociale. Donc cette pression, elle s'exerce de façon assez naturelle et sans qu'elle soit oppressante, s'il y a effectivement une certaine unité religieuse. À partir du moment où l'unité religieuse commence peu à peu à être battue en brèche, ce qui commence à se produire dans notre histoire avec, grosso modo, la Réforme et la Renaissance, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, il faut un pouvoir de plus en plus despotique pour imposer le primat de la vérité. Et en fait, le mouvement de balancier que nous avons vu dans notre histoire européenne entre une société holiste qui donne vraiment le primat à la vérité, à une société qui donne le primat à la liberté, eh bien, c'est une évolution qui vraiment s'accélère avec la Révolution, avec la Renaissance et la Réforme. Mais il faut voir, si je vous dis ça, c'est parce qu'il faut la comprendre comme quelque chose qui évidemment a été en partie tourné contre l'Église, mais qui n'est pas quelque chose de fondamentalement mauvais en soi, parce que l'émancipation qu'elle a appelée, cette recherche de la liberté, encore une fois, était une chose bonne, puisque le christianisme n'est pas opposé à la liberté. Et du reste, ce qui est très intéressant, c'est de voir que toute cette évolution qui s'est faite, elle ne s'est faite que dans l'Europe chrétienne. Aucune autre civilisation au monde n'a connu une telle évolution. Aucune. Ce qui veut dire que les sociétés de liberté que nous connaissons aujourd'hui, elles n'ont été possibles que par le terreau judéo-chrétien qui est le nôtre. Et aujourd'hui, aucune autre civilisation, que ce soit les civilisations musulmanes, toutes les civilisations asiatiques qui ont pourtant une richesse extraordinaire, que ce soit la civilisation chinoise, hindoue, japonaise, qui sont de très belles civilisations, aucune n'ont suivi le même mouvement. Et si elles l'ont suivi, c'est simplement sous l'influence de l'Occident, donc l'influence indirecte quand même du christianisme, parce que seul le christianisme a une notion de l'unité de la personne humaine qui était capable de suivre le mouvement de la liberté. Donc ce mouvement qui s'est produit à ce moment-là, c'était pas un mouvement, encore une fois, parce que parfois on a tendance à rejeter le bébé avec l'eau du bain. Encore une fois, c'est vrai qu'aujourd'hui on était beaucoup trop loin, puisque aujourd'hui on a une société où on a donné le primat absolu à la liberté et on a jeté à la poubelle la notion de vérité, ce qui est évidemment dramatique. Mais encore une fois, qu'il y ait eu un déplacement du pôle vérité-liberté de l'absolutisation de la vérité vers une plus grande relativisation de la vérité pour donner plus de place à la liberté, c'était un mouvement naturel dans le contexte, encore une fois, d'une société qui devenait pluraliste et qui était normale. Le problème, c'est que, évidemment, on a été tellement loin dans l'émancipation. D'abord, on a voulu s'émanciper de la religion. Ensuite, on s'est émancipé
de la nature, et maintenant on s'émancipe de la culture avec le gender. Le gender, c'est vraiment la théorie qui fait fi de l'enracinement de l'homme dans une culture, dans une religion et tout ça. Donc ce sont des degrés d'émancipation différents, mais l'un n'appelle pas forcément l'autre. Mais c'est important, je pense que vu tout ce qu'on vit aujourd'hui dans nos sociétés démocratiques, libérales, je pense que c'est important de le comprendre, ne serait-ce que pour voir que dans tous les mouvements auxquels nous assistons, il n'y a pas forcément que du mauvais. Il faut, à mon avis, mettre beaucoup d'intelligence et de nuance dans ces problèmes. Donc, je reviens maintenant, pardonnez-moi, cette longue digression sur le libéralisme. Donc, je vous l'ai défini comme le système qui met la liberté au-dessus de tout. Alors, quel était le libéralisme? C'est une doctrine qui se développe, grosso modo, au XVIe siècle, XVI-XVIIe siècle. Et quelle est la problématique à laquelle, justement, le contexte que je viens de vous dire entre les pôles liberté, vérité, je pense qu'il est vraiment important aussi pour comprendre le développement du libéralisme. Parce que la problématique, le libéralisme, en fait, a essayé de répondre à deux problèmes dans le contexte que je viens de vous décrire. Le premier, c'est comment protéger institutionnellement la liberté-autonomie contre un pouvoir réputé par nature despotique. Et d'autre part, comment répondre à l'émancipation des désirs matériels des hommes tels qu'ils se produisaient à l'époque. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le libéral a d'abord une peur, pour lui le pouvoir est quelque chose de mauvais. C'est là où il y a une évolution énorme par rapport à toute la philosophie politique classique héritée d'Aristote et tout ça. Pour le libéral, le politique est quelque chose, le pouvoir en tant que tel est quelque chose d'intrinsèquement mauvais. Donc toute la problématique du libéralisme va essayer de trouver des règles qui fait que le rôle de l'homme soit minimum, de manière à éviter le despotisme. C'est ça, je dirais, l'obsession libérale, c'est éviter le despotisme. Donc, toute la théorie libérale s'est développée sur à peu près 2 siècles, et avec une obsession, comment limiter le pouvoir et en régler l'exercice. Alors, il l'a fait de façon, bon, vous connaissez, là je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais il l'a fait d'une part sur le plan politique par ce qu'on a appelé la distinction des pouvoirs, par la création d'un pouvoir en 3 composantes, avec la théorie de la séparation des pouvoirs, d'une part, et d'autre part avec la théorie de la représentation. Mais ce n'était pas encore suffisant. Pourquoi ? Parce que il faut voir que dans le contexte de l'époque, on sortait des guerres de religion, donc beaucoup de penseurs à l'époque pensaient que ce qui divisait fondamentalement les hommes, c'était avant tout les affaires morales et religieuses. Et donc, pour éviter qu'ils se divisent, il fallait soustraire toutes les questions morales et religieuses à la politique et les cantonner à la sphère privée. Donc là aussi, vous voyez, rien de nouveau sous le soleil dans ce qu'on voit aujourd'hui, tout ça remonte à assez loin. Et pour répondre à la seconde question, qui était comment répondre à l'émancipation des désirs matériels, eh bien, le libéralisme va répondre par la libération des activités économiques, la liberté des marchés, notamment parce que le libéralisme très tôt pense que le commerce est pacificateur, que autant comme pour les libéraux, la religion divise, le commerce est pacificateur. Et je vais vous dire que l'histoire là-dessus a quand même apporté un démenti assez radical à cette vision très idyllique du commerce pacificateur, parce que je pense que fondamentalement les hommes sont capables de s'entretuer pour n'importe quoi, aussi bien pour le commerce, l'argent, que pour la religion. Donc voir dans la religion le seul élément entre guillemets qui divise les hommes, c'est vraiment particulièrement absurde. Mais bon, c'est une autre question. Donc voilà, donc là nous sommes à peu près au XVIIIe siècle. Donc parmi les grands auteurs libéraux, là dont, si vous voulez quelques noms pour mettre quelques jalons comme ça dans l'histoire des idées, on peut retenir les noms de Montesquieu en France, de Locke, Hobbes en Angleterre, et dans le domaine économique évidemment Adam Smith, qui sera le premier grand théoricien de ce qu'on appelle la théorie classique. Alors, quelle est-elle justement cette théorie classique? Là, j'en viens à des aspects plus spécifiquement économiques. Bon, je m'aperçois que le temps passe et que l'heure est presque passée. Donc, je vais essayer d'aller vite.
Alors je dirais que, bon, pour faire assez simple, les postulats de l'économie classique, qui sont des postulats qui d'ailleurs sont toujours tout à fait en vigueur dans ce qu'on appelle l'école néoclassique aujourd'hui en économie. Pour moi, le plus important, même si il est peu abordé dans les manuels d'économie, c'est la question anthropologique. En fait, je pense que le premier point, moi, qui me semble caractériser vraiment l'école classique, c'est ce que j'appellerais l'homo economicus, c'est-à-dire la vision d'un homme qui est avant tout égoïste et soucieux avant tout de son intérêt personnel. Du reste, c'est la fameuse fable des abeilles de Mandeville qui disait « les vices privés font la vertu publique ». En fait, c'est en poursuivant son intérêt personnel qu'on fait le plus de bien à la société. Alors que je vous rappelle que dans toute la vision traditionnelle, en tout cas classique de la politique, celle d'Aristote et de saint Thomas, on est sur une notion totalement différente, puisque la société d'abord est d'une certaine façon antérieure à l'homme. L'homme a besoin de la société. L'homme est un animal politique parce qu'il doit vivre en société, et surtout la société a un lien que Aristote appelle la philia, c'est-à-dire c'est un sentiment en fait d'amour pour le prochain. Et la société est basée sur les notions de bien et de vertu que le libéralisme ne connaît pas, parce que c'est l'autre point fondamental du libéralisme, c'est justement son refus du bien, et donc par là du bien commun, puisque si on refuse la notion du bien en tant que tel, il est difficile d'envisager ce que peut être un bien commun s'il n'a pas de bien tout court. Et là où en fait, Aristote insistait surtout sur les vertus. Le politique était là pour en fait faciliter la vertu des citoyens, pour que justement ils puissent s'épanouir et participer ainsi au bien commun de la société. Alors que en fait le libéralisme, lui, va mettre au point avant tout une règle du jeu, comment faire en sorte que chacun puisse poursuivre ses propres fins sans nuire à autrui. Donc la notion du bien disparaît ici complètement. Voilà. Et enfin, le dernier point vraiment qui caractérise le libéralisme économique, c'est la théorie de l'efficience des marchés en libre concurrence, avec la fameuse théorie de la main invisible de Smith. Ce qu'il faut voir, c'est que quand je vous disais que vraiment la notion de bien commun n'existe pas chez les libéraux, c'est vraiment quelque chose de radical chez eux. Je vais juste citer deux extraits, parce qu'ils me semblent vraiment très significatifs, de deux des plus grands économistes dits néoclassiques du XXe siècle. D'abord Ludwig von Mises, dans un livre monumental qui s'appelle L'Action, a écrit « Il n'y a pourtant rien qui puisse constituer un critère perpétuel de ce qui est juste et de ce qui est injuste. La nature est étrangère à toute idée du bien et du mal. La notion du bien et du mal est une invention humaine, un précepte utilitaire destiné à rendre possible la coopération dans la division du travail. Toutes les règles morales et lois humaines sont des moyens au service de fins déterminées. Il n'y a aucune méthode pour apprécier leur caractère bon ou mauvais autre que d'examiner sérieusement leur utilité pour la réalisation des fins choisies et visées. » Et quant à son collègue Hayek, disait « Toutes les tentatives pour transformer la société en communauté en dirigeant les individus vers des objectifs communs visibles doivent engendrer une société totalitaire. » Pas moins. Voilà, c'est important, vous voyez, c'est ce que sont ces... Alors maintenant, je voudrais juste terminer là-dessus sur les liens entre libéralisme politique et économique. Et là, rien de tel que de vous citer un petit extrait d'un auteur que je vous conseille particulièrement si la question vous intéresse. C'est Jean-Claude Michéa, qui est pas quelqu'un de notre chapelle pourtant, mais enfin sur le libéralisme, il est vraiment très très fort, et notamment sur les liens entre libéralisme politique et économique. Je pense que c'est le théoricien contemporain qui a écrit les choses les plus pertinentes sur la question. J'aurais juste vous citer un extrait parce que je le trouve vraiment très très éclairant. Je le cite. « Si le libéralisme politique finit toujours par retrouver dans le libéralisme économique son centre de gravité naturelle, c'est donc bien d'abord parce que ce dernier, dans son projet comme dans ses principes, constituait déjà, depuis le commencement, la réponse politique parallèle aux problèmes modernes.
Le mouvement dialectique qui rabat indéfiniment le libéralisme politique, quelles que soient ses intentions initiales, sur le libéralisme de marché, ne doit par conséquent rien au hasard. S'il veut demeurer fidèle à lui-même et ne pas s'aventurer sur le terrain à ses yeux trop glissants des valeurs et de la morale, le libéralisme politique n'a donc pas d'autre choix que de passer la main. C'est alors que la main visible de l'État juste, celle qui devait au départ se borner à définir les règles du jeu, se découvre perpétuellement contrainte de concéder au marché et à sa main invisible le soin de régler les problèmes non résolus en organisant pour son propre compte l'ensemble de la partie. C'est bien sûr à ce point précis le scepticisme méthodique du droit trouve sa vérité ultime dans le dogmatisme arrogant de l'économie. Je trouve que c'est un passage très très fort et qui résume admirablement comment le libéralisme politique finit toujours malheureusement par glisser d'une façon ou d'une autre vers le libéralisme économique. Voilà. Donc au regard de ça, ce sera un peu ma conclusion. Je vais vous parler maintenant de la doctrine sociale de l'Église en face de ça. D'abord, la doctrine sociale de l'Église, ce qu'il ne faut pas voir, ce qu'il faut voir plutôt, c'est que ce n'est pas une troisième voie. Ce n'est pas une troisième voie entre le socialisme et le libéralisme. Il n'y a pas d'un côté le libéralisme, d'un autre le socialisme, et puis entre les deux, la voie royale, la belle voie qui est celle de la doctrine sociale de l'Église. Non, c'est pas aussi simple que ça, pour la bonne et simple raison que la doctrine sociale de l'Église n'est pas une idéologie politique comme l'est le libéralisme ou le socialisme. La doctrine sociale de l'Église, c'est simplement en fait de grands principes qui sont des principes qui sont donnés par l'Église, experte en humanité, qu'elle nous donne à partir de l'Évangile. Donc ce n'est en aucune façon, la doctrine sociale de l'Église, une espèce de comment faire, de vadémécum pratique pour savoir ce qu'il faut faire. Ceux qui s'attendent à ça en parlant de doctrine sociale de l'Église, vraiment commettent à mon sens une erreur. C'est vraiment la doctrine sociale de l'Église se situe au niveau de grands principes et ensuite c'est à la prudence de chacun d'appliquer ces principes concrètement dans les situations qui sont les siennes en politique, dans la vie économique, dans l'entreprise. Alors, quels sont les grands... l'histoire de la doctrine sociale de l'Église, j'insiste pas, je ne sais pas si... encore une fois, si vous en voulez si tout à l'heure ça intéresse quelqu'un, je pourrais en dire un petit mot par une question, mais je ne veux pas m'étendre là-dessus. Je voudrais simplement vous donner justement, quels sont les grands principes que j'ai listés. J'ai essayé de lister les grands principes de la doctrine sociale de l'Église. J'en ai relevé à peu près une demi-douzaine. Et le premier, qui d'ailleurs répond à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le libéralisme, je vous parlais du libéralisme comme étant d'abord une anthropologie. Je pense que la doctrine sociale de l'Église, c'est aussi d'abord une anthropologie. Je pense que fondamentalement, la vision, c'est tout simplement la vision chrétienne de l'homme conçu comme une personne et non pas comme un individu, qui renvoie d'ailleurs aux personnes divines de la Trinité, d'où dans la vision chrétienne des choses, la primauté de la personne humaine et sa notion de dignité, la dignité de la personne humaine qui est créée à l'image de Dieu. Donc une personne en même temps pécheresse, le péché originel, mais une personne rachetée. Tout cela, en fait, nous dessine la vision d'un homme qui n'est pas celle actuellement qui est majoritaire, mais qui, à mon avis, est absolument fondamentale pour comprendre vraiment la position de l'Église et pour comprendre notre propre position à nous en tant que chrétiens. Notamment dans le fait que ça inclut la notion d'une nature humaine. Une nature humaine qui est commune à tous les hommes. Alors que cette nature humaine qui aujourd'hui est ignorée, ou voire plus exactement encore pire, niée, fait que, en fait, la notion de dignité de la personne humaine n'a aucun sens s'il n'y a pas une nature humaine qui est commune à tous les hommes. Vous pouvez réfléchir à ça, mais c'est vraiment quelque chose d'absolument fondamental. Et c'est là où il y a une cohérence absolument magnifique et très forte dans la doctrine sociale de l'Église, qui n'existe pas du tout dans les doctrines actuelles des droits de l'homme, mais ça, comme on n'est pas à une incohérence près, ça gêne pas beaucoup nos dirigeants. Mais en fait, si on y réfléchit vraiment, il n'y a que l'Église qui vraiment propose une anthropologie qui est une cohérence, une véritable cohérence.
Donc le deuxième aspect de la doctrine sociale de l'Église, c'est ce que j'appellerais la vision organique de la société, qui s'oppose à la vision individualiste et libérale, ou même de la vision collectiviste qui serait celle des socialistes. Et notamment, ce qui est important, c'est que dans la doctrine sociale de l'Église, la cellule de base de la société, c'est pas l'individu, c'est la famille. En fait, la société n'est pas une famille d'individus. La société, c'est d'abord un ensemble de familles. Et ça, c'est fondamental, absolument. C'est la famille qui est la cellule de base de la société. Et au-dessus de la famille, il y a les corps intermédiaires. Et au-dessus, il y a l'État. C'est ça qui forme un ensemble organique. Et alors qu'aujourd'hui, on tend de plus en plus à être dans une vision des choses où il n'y a quasiment plus que deux niveaux. C'est l'individu et l'universel. D'où le fait qu'on gomme de plus en plus les nations. On a tendance à ne voir que deux échelons, l'homme et le monde, ce qui est assez dramatique. Ensuite, d'un point de vue plus pratique, dans la doctrine sociale de l'Église, j'ai listé le principe de subsidiarité. Principe très important, puisque principe très pratique, mais si on l'appliquait de temps en temps, on s'apercevrait qu'il y a beaucoup de bourdes que nous faisons, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, qui pourraient assez facilement être évitées si on prenait simplement en compte ce principe tout bête qui dit simplement qu'il y a qui dit tout simplement qu'un étage, que dans l'ordre des responsabilités, l'étage supérieur ne doit jamais s'immiscer dans l'étage inférieur dès lors où l'étage inférieur arrive à remplir ses missions correctement. Donc il y a une autonomie, si vous voulez, des degrés hiérarchiques qui fait que le supérieur n'a pas à s'immiscer dans l'inférieur quand ce n'est pas nécessaire. Et on le voit, si on applique ce principe de façon très concrète à l'Europe, on s'aperçoit bien qu'on on applique le principe de subsidiarité à l'envers, c'est-à-dire que c'est toujours l'échelon supérieur qui s'occupe des tâches qui sont celles de l'échelon inférieur. Par exemple, on se demande bien pourquoi l'Europe légifère sur les ralentisseurs en France ou sur la façon de faire le fromage. On se demande bien quelles compétences ont nos technocrates de Bruxelles pour légiférer sur des questions pareilles. Autre point de la doctrine sociale de l'Église que j'ai relevé, c'est la doctrine de la destination universelle des biens. La destination universelle des biens, c'est une théorie qui dit simplement que Dieu a créé la terre pour tous les hommes, et donc les fruits de la terre appartiennent à tous les hommes. Et donc il est absolument indu qu'une petite minorité s'approprie les fruits de la terre, enfin d'une façon indue les fruits de la terre. Ça ne veut pas dire que l'Église est contre le droit de propriété, au contraire, elle le défend, mais elle le défend d'une façon non absolue. Le droit de propriété pour elle est absolument inséparable d'une responsabilité sociale qui va avec. Et par exemple, on ne peut pas, dans la doctrine sociale de l'Église, contrairement à la théorie libérale, on ne peut pas abuser de ses biens. C'est absolument contraire au bien commun que d'abuser de ses biens, alors que dans toutes les théories libérales, notamment celle de Locke a beaucoup théorisé là-dessus, sur le fait que dès lors où on avait la propriété de quelque chose, on pouvait en faire ce qu'on voulait. Donc on pouvait être propriétaire d'un champ, et si même la population entière est en train de crever de faim, il est tout à fait légitime de brûler son champ si on est propriétaire et qu'on décide de le faire. Bon, cette vision des choses est totalement étrangère à la doctrine sociale de l'Église. Et donc c'est aussi à cause de cette destination universelle des biens qu'il y a ce que Jean-Paul II a appelé l'option préférentielle pour les pauvres. Voilà. Bon, je pense que les autres sont bon. Il y a d'autres aspects sur lesquels j'insiste peu. Il y aurait à dire sur la prise en compte de la contrainte écologique, notamment depuis l'encyclique de François sur l'écologie, et puis une chose intéressante dans le contexte actuel sur le juste accueil de l'étranger, mais aussi sur le respect des nations, l'un pouvant équilibrer l'autre, alors qu'on a une tendance à nous parler beaucoup d'un mais pas de l'autre. Voilà. Donc j'avais toute une litanie de citations des papes sur le libéralisme, je vous en fais grâce. Voilà, je voudrais arriver à ma conclusion. Tout à l'heure, je vous ai dit en entrée que le libéralisme peut être assez tentant dans un pays où on a
des prélèvements obligatoires aussi lourds et un État bureaucratique aussi avancé. J'espère m'être fait comprendre pour dire qu'on peut être contre ce socialisme, militer contre effectivement une libéralisation de l'économie qui est nécessaire, sans tomber dans la défense du libéralisme en tant qu'idéologie. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Les deux ne s'excluent pas. Il faut se battre sur les deux tableaux et c'est important de le faire. Ce que je voudrais surtout vous dire pour conclure, pour mettre une note à la fois peut-être un peu plus optimiste et surtout un peu spirituelle dans un exposé qui ne l'a pas été beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire, vous dire qu'en fait, bon, c'était mon rôle, vous m'avez demandé de parler du libéralisme, je vous ai parlé du libéralisme, mais je pense qu'en fait, le problème fondamental de nos sociétés, à travers tout ce que je viens de vous dire, ça peut-être que c'est paru en filigrane à quelques passages, mais je pense que le problème fondamental de nos sociétés, en réalité, par-delà tous les problèmes politiques bien réels, que je ne cherche pas à minimiser en tant que tels, mais le problème fondamental, en fait, c'est le rejet de Dieu dans nos sociétés. Et c'est ce rejet de Dieu qui, en fait, occasionne tous les autres problèmes à un degré ou à un autre. C'est d'ailleurs assez presque amusant de le voir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, j'ai une petite théorie que je n'ai pas inventée, qui nous vient de notre cher pape Benoît XVI, qui a eu là-dessus des propos absolument extraordinaires et très lumineux à mon sens. Mais je pense que la réflexion fondamentale, tout à l'heure, je vous ai parlé des pôles liberté-vérité. Et à travers cette problématique des pôles se pose en fait en filigrane dans toute l'histoire de l'Occident un autre problème tout aussi fondamental et qui est totalement lié à celui-ci, qui est celui des rapports entre le naturel et le surnaturel. Donc est une question beaucoup plus théologique que politique, mais qui a des répercussions politiques absolument fondamentales. Et ce qui est intéressant, il y a un juriste hollandais du XVIIe siècle, je crois, qui s'appelait Grotius, qui est un juriste très important. Enfin, pour ceux qui ont fait du droit ici, ils ont forcément entendu parler de cet homme-là. Et Grotius, alors qu'on était dans la période de la Renaissance, donc d'un humanisme triomphant et encore très optimiste, Grotius, qui croyait en Dieu, qui n'était pas du tout un athée, c'était un homme qui croyait en Dieu et qui ne cherchait pas du tout à rejeter Dieu, avait posé l'hypothèse suivante, qui était de dire, en fait, il y a une autonomie de l'ordre naturel et de l'ordre surnaturel, et qu'en fait la société, alors que nous sommes divisés sur le plan religieux, la société peut fonctionner d'un point de vue naturel, et qu'en fait, il a posé ce qu'on a appelé historiquement l'hypothèse de Grotius. L'hypothèse de Grotius, c'est de dire que la société peut fonctionner même si on fait comme si Dieu n'existait pas. Donc on peut fonctionner comme si Dieu n'existait pas. Alors ensuite, chacun, évidemment, continue à croire en Dieu, ce qui est une façon aussi de rejeter la religion dans la sphère privée uniquement. Mais il a théorisé ça, et ça a eu beaucoup de succès, et on peut dire qu'on a vécu, et on vit encore aujourd'hui, à l'époque, sur cette théorie-là, puisque toute l'histoire de l'Occident, en fait, a été de prendre très au sérieux cette théorie, cette hypothèse de Grotius, et à faire comme si Dieu n'existait pas. Et en fait, c'était l'idée de croire que la raison humaine se suffisait à elle-même et qu'en fait la raison humaine pouvait résoudre les problèmes sans s'appuyer sur Dieu, et de croire donc que l'ordre naturel qui est celui de nos vies à nous pouvait en fait vivre parallèlement à l'ordre surnaturel, en fait comme si les deux ordres étaient totalement sans lien l'un avec l'autre, que nous étions à la fois plongés dans une société où nous avions nos problèmes à résoudre, et par ailleurs, nous allions à la messe, nous avions une vie de prière très intense à titre personnel, mais que tout cela pouvait bien fonctionner comme ça. Eh bien, en fait, l'expérience, et là c'est totalement empirique ce que je dis là, mais l'expérience, et c'est là où Benoît XVI nous l'a expliqué de façon, je trouve, tout à fait lumineuse, dans un discours qu'il avait prononcé en 2005, c'est qu'en fait, ça ne marche pas. On s'aperçoit, c'est ça fondamentalement, je dirais, la conclusion de l'observation de l'histoire de la vie politique de l'Occident depuis 4 siècles, c'est que distinguer et séparer l'ordre naturel et l'ordre surnaturel, ça marche pas. Ça marche pas.
Parce que, en fait, les deux ordres sont liés. Et Dieu, qui est le créateur à la fois de l'ordre naturel et de l'ordre surnaturel, c'est pas tout à fait un hasard. Si évidemment, ils sont distincts, ces deux ordres, mais ils s'épaulent l'un l'autre et ils sont ils sont en connexion directe et qu'on ne peut pas fonctionner dans la société comme si ces deux ordres étaient totalement séparés. De même que nous, à titre personnel, c'est une chose qu'on a tous à un moment ou à un autre palpé sans forcément y avoir réfléchi. Nous sommes nous-mêmes des hommes où nous avons une dimension naturelle et une dimension surnaturelle. Nous ne faisons pas au sein de notre propre personne une espèce de séparation totalement artificielle entre notre vie naturelle et notre vie surnaturelle. C'est totalement absurde. En fait, les deux sont liés. Et en fait, on s'aperçoit que notre vie surnaturelle, elle existe parce que nous avons une vie naturelle. Nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas des êtres purement... nous ne sommes pas de purs esprits. Donc, c'était vraiment une grande naïveté de croire que, en fait, non pas que nous étions des purs esprits, mais au contraire de simples êtres naturels, de penser que la société pourrait vivre en fait en rejetant totalement Dieu. Et en fait, toutes les sociétés humaines, quand on regarde l'histoire de l'humanité, ont toujours eu une dimension, j'allais dire, surnaturelle. C'était parfois un surnaturel très incomplet, voire très contestable. Mais enfin, c'était quand même, toutes les sociétés antiques avaient une dimension religieuse. Et nous avons été la première société, la première civilisation au monde, en fait, à essayer d'avoir une société, une civilisation non religieuse où vraiment la notion de transcendance et de Dieu a été totalement évacuée. Eh bien, le résultat, c'est que ça ne marche pas. Donc, aujourd'hui, le grand défi, et il est là, et tout le reste, en fait, c'est une conséquence, parce que regardez, toute la question anthropologique sur laquelle j'ai insisté tout à l'heure, faire croire qu'aujourd'hui, on va pouvoir convaincre les gens que l'avortement, c'est mal, l'euthanasie, c'est mal, c'est totalement absurde. Je veux dire, aujourd'hui, si on prend qu'un exemple, celui de l'euthanasie. L'euthanasie, c'est impossible à comprendre. On ne peut pas expliquer d'un point de vue naturel pourquoi est-ce que l'euthanasie, c'est mal, sinon par un simple argument d'ordre totalement utilitariste, qui est de dire c'est dangereux, ça risque d'entraîner des dérives. Ça, c'est vrai. Bon, c'est le seul argument qu'on ait. Mais sinon, la question de la mort, pour un chrétien, elle est totalement inséparable de la question de la souffrance du Christ. Et que si vous déconnectez la question de la souffrance de la question de la rédemption, ça n'a aucun sens. Je veux dire, il vaut mieux mourir tout de suite et se tirer une balle dans la tête plutôt que d'endurer des souffrances si elles n'ont aucun sens en lien avec la passion du Christ. Et ça, je m'excuse, mais ça ne peut pas s'expliquer en dehors d'un schéma chrétien et d'un schéma où vous intégrez une dimension surnaturelle. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, la société sans la surnature, ça ne marche pas. Donc finalement, c'est peut-être une bonne nouvelle. C'est peut-être une bonne nouvelle parce que ça montre que ça nous redonne à nous, simples chrétiens du rang, finalement une tâche je trouve exaltante à accomplir, qui est celle d'être de bons chrétiens, parce qu'après tout, c'est à partir de là qu'on pourra rebâtir demain une société qui reconnaîtra une certaine transcendance. Encore une fois, c'est pas pour nier l'importance de la politique ou pour dire qu'il ne faut pas en faire. Bien sûr qu'il faut en faire, mais je pense qu'il faut être conscient que c'est pas la politique qui va résoudre nos problèmes. Il faut le faire parce que nous avons tous des devoirs d'État et qu'il faut le faire. Mais je pense que ce qui est important avant tout, c'est de redonner sa place à Dieu dans la société, donc de redonner une visibilité à l'ordre surnaturel. Et ça, nous avons tous une possibilité de le faire, ne serait-ce que par la prière, par notre vie intérieure, par notre vie de foi. C'est par ce biais-là, plus que par des discours, parce que nous pouvons témoigner dans notre propre vie de chrétien, que nous pouvons avoir un rôle. Alors, il peut paraître modeste, je sais pas, parce que je pense que souvent les saints ont une influence infiniment plus grande que celle que l'on peut imaginer, et parfois le saint totalement inconnu, qui ne sera jamais canonisé par l'Église, mais qui fait du bien autour de lui, a finalement une influence sur la marche de la société bien plus grande que l'homme qui se démène par un activisme fou dans la politique. Voilà, et encore une fois, ça n'a de sens que si on croit justement au lien entre surnaturel et naturel, puisque nous pensons, nous, en tant que chrétiens, qui a comme, si je peux me permettre une petite analogie qui vaut sans doute pas cher sur le plan théologique, mais qui a comme un niveau de la grâce, et qu'aujourd'hui, moi je suis persuadé d'une chose, c'est que le monde ne continue à exister que parce qu'il y a des saints, et que s'il n'y avait plus de saints, le monde s'effondrerait immédiatement, il ne subsisterait pas dans l'être d'un point de vue philosophique. Donc c'est simplement parce qu'il y a des saints que le monde continue d'exister, et chacun à notre manière, quand nous sommes
quand nous sommes de bons chrétiens et que nous essayons de vivre chrétiennement, eh ben, nous contribuons à notre très modeste niveau à maintenir un niveau de la grâce à une certaine hauteur, peut-être même à l'augmenter, et les saints, eux, le font très augmenter. Ben, c'est grâce à ça que la société et que le monde continuent à exister, et que donc il y aura toujours quelque chose à faire, et que de ce point de vue-là, c'est quand même assez merveilleux, surtout qu'au bout du chemin, nous avons quelque chose qui est merveilleux, qui est quand même le ciel, et qui est tellement plus important que toutes ces choses très, très insignifiantes dont je viens de vous parler. Voilà, merci beaucoup.